Ah oui. Alors, la réflexion qui me venait, mais je me disais, mais quand on est dans cette phase idyllique, où effectivement, l'autre nous paraît vraiment, voilà, ce que vous avez sans doute tous connu, et toutes, le plus beau, enfin le meilleur, et puis on se sent le plus beau et le meilleur. Et je me dis, dans ces moments-là, dans ce moment-là particulier, c'est comme si la vie venait nous montrer notre potentiel. Un potentiel vraiment presque qui nous fait toucher quelquefois, moi j'ai envie de dire le spirituel, parce qu'on se sent vraiment dans quelque chose du un avec l'autre, et on se sent vraiment exister sous son regard, mais pour nous-mêmes aussi, même s'il n'est plus là, s'il n'est plus physiquement là, on sait qu'il pense à nous et ça nous fait exister. Et voilà, ma réflexion, je me dis, mais c'est comme si la vie dans cet état-là venait nous montrer ce potentiel qui peut exister, de qu'est-ce que ça peut être que ce féminin et ce masculin réunis. C'est cet extraordinaire un que l'on ressent à ce moment-là. Sauf qu'après, voilà, c'est plus comme ça. Hein, à un moment donné, cette phase idyllique, elle prend fin, effectivement, et il faut faire ce travail amoureux dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu comme, je dirais, un enfant, un bébé, voilà, il est dans un état de fusion avec sa mère, notamment. Après, là, le père vient jouer son rôle. Et il faut aussi que pour qu'il puisse s'individualiser, cet enfant, il puisse dire non, sa période de non, quoi, à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est comme si dans un, je sais pas, je fais des liens comme ça, mais dans l'état amoureux, c'était un peu ça, dans la phase idyllique, voilà, il y a cette espèce de fusion avec l'autre, et puis il faut quand même se défusionner, parce que c'est pas le 1 de la confusion qu'on veut, c'est pas le 1 de la fusion, c'est le 1 qui est 1 plus 1 égale 1. C'est pas 1 qui efface l'autre, c'est pas, enfin voilà. C'est, pour moi, dans ce que je veux faire passer comme message ce soir, dans ce masculin, ce féminin, c'est le « et » qui est très important, c'est la conjonction. Et vous savez, pour ceux qui ont lu Jung, c'est la conjonction des opposés qui nous amène à être au-delà de ce que nous sommes simplement. Donc pour moi, il y a comme une sagesse effectivement dans cet élan premier qui est là. Et comme si ça nous montrait comment on est quand on est vraiment... Comment ça peut être quand on est vraiment pleinement soi-même, on peut dire, dans l'authenticité, d'une relation avec l'autre, mais d'une relation avec soi aussi. Alors, évidemment, j'ai juste envie de dire une chose par rapport au couple, c'est que quand on vit ce moment extraordinaire, il vient un moment peut-être aussi après où on peut en vouloir à l'autre, parce que ce moment extraordinaire, cet état de félicité, j'ai envie de dire, ne dure pas, pour pouvoir nous amener à travailler autrement sur nous, quoi, et dans la relation. Voilà, la personne, à un moment donné, quand elle sent que ce 1 disparaît de l'intérieur d'elle, elle peut avoir l'impression que l'autre ne l'aime plus autant et que c'est à cause de ça qu'elle perd cet état de félicité. Mais l'autre ressent la même chose, parce que cet état de félicité, ça n'était pas de la volonté de l'un ou de la volonté de l'autre. Là, vous pouvez dire les mots que vous voulez, on peut dire que c'est sa volonté, on peut dire que c'est quelque chose d'autre qui est en œuvre à ce moment-là, qui nous dépasse complètement. Et lorsque ça part ou que ça s'atténue, ça n'est la faute de personne. C'est juste un état qui doit disparaître pour que renaisse quelque chose d'autre, où vraiment là, le 1 et plus 1 égale 1. Je pense que personne ne peut faire l'impasse de ce travail-là. Cet état de félicité, on y goûte. Et après, peut-être qu'on tente toute une vie pour le regagner. Peut-être. En tout cas, ça stimule beaucoup. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que certaines fois, dans les couples, comme il y a eu ce pressenti, là, ce potentiel pressenti,
on peut du coup avoir une grande attente par rapport à l'autre. Puisque cette attente, elle a été comblée à un moment donné. Et pourtant, si effectivement on a trop d'attentes par rapport à l'autre, à un moment donné, on va être déçu et il va y avoir frustration. Donc voilà, il faut être... voilà, vous le savez sans doute parce que vous y avez tous et toutes goûté aussi à cette attente. Sans doute, je crois que moi j'y ai pas échappé, hein, à attendre que l'autre vienne combler des choses à l'intérieur de moi. Or, ben voilà quoi, ce n'est pas ainsi que ça marche. Si j'ai quelque chose à combler, je peux m'aider de l'autre, je peux me soutenir de l'autre, mais je ne peux surtout pas me dire qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a qu'elle qui pourra m'aider à être qui je suis. Et ça, dans les couples avec qui je travaille, souvent je suis obligée de ramener les choses à cet endroit-là. C'est pour ça, ça me paraît évident. Et ça vous paraît peut-être évident quand je le dis. Mais voilà, cette attente-là, elle fait du mal quand même. Alors peut-être qu'il suffit de dire à l'autre, j'attends ça de toi, je sais que c'est pas possible, mais j'attends ça de toi. Et là, vous êtes juste en train de parler de votre ressenti, et ça, c'est autre chose. Et puis, il y a aussi ces couples qui se sont construits, que je vois souvent. Il y en a un qui a joué l'archétype du sauveur, on va dire. Vous savez, l'archétype du sauveur, il est très, comment dire, on a envie de s'y fondre pour celui qui sauve, hein, parce que c'est très faire valoir, l'archétype du sauveur, je t'ai sauvé. J'ai eu un couple, moi, oui. Elle était témoin de Jéhovah et tout le monde lui a dit autour d'elle, quand elle s'est mariée, que heureusement son mari l'avait sauvée. Voilà, donc le sauveur c'était son mari. Et après on peut tomber facilement dans des rôles comme ça. Donc elle c'est la sauvée, lui c'est le sauveur. Mais autant l'un comme l'autre des deux rôles est lourd à porter. Parce que si je me colle à l'archétype du sauveur, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est un faire valoir à un moment donné. Puis après c'est lourd, ça commence à être vraiment très lourd. Donc voilà, ne jouons pas à long terme sur des choses comme ça, quoi. Soyons plus humbles. Et puis être un sauvé, c'est pas non plus très réjouissif. À un moment donné, voilà, il y a la révolte du sauvé qui se fait aussi. Ce qui nous agace chez l'autre. C'est intéressant aussi. C'est pour travailler sur soi. Donc, un exemple. Alors, je prends les exemples de ce que je connais, de ce que j'ai entendu, etc. Donc, voilà, si je prends une femme ou un homme, c'est pas parce que c'est toutes les femmes, c'est tous les hommes. C'est comme ça, c'est juste un exemple qui est là. Mais souvent, c'est quand même ça. J'ai souvent des femmes, en fait, qui me confient que lorsque elles rentrent du travail, elles ont une deuxième journée de travail qui commence, et donc elles se mettent à faire ce qu'il faut faire. Elles ne s'arrêtent plus. Le mari, lui, quand il rentre, il sait se poser, il se pose. Et quand dans la relation de couple, c'est pas assez harmonieux, qu'est-ce qui se passe? La femme s'énerve, alors elle en fait encore plus. Pour bien montrer au mari que franchement là, il ne bouge pas son cul du canapé. Donc elle en fait encore plus. Elle redouble de... Voilà, c'est de la provocation si vous voulez. L'homme, lui, qui voit ça, alors là, il se met bien tranquille dans son coin parce qu'il piche quand même quelque chose. Et donc, mais voilà, il est aussi dans quelque... Voilà, c'est face au stress de sa femme, ça ne lui donne pas du tout envie de se lever et d'aller aider, quoi. Ça lui donne envie plutôt de rester dans son coin. Et là, on est face, effectivement, à, je dirais, une présence du masculin chez la femme à ces moments-là. C'est-à-dire qu'elle se lance dans le faire. Et elles me disent, ces femmes-là, elles me disent, je n'arrive pas à m'arrêter parce que je sais tout ce que j'ai à faire. Tant que j'ai quelque chose à faire, or vous avez déjà remarqué dans la vie, on a toujours quelque chose à faire. Donc, ça va être difficile quand même de mener ce rythme de vie-là. Donc voilà, c'est vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'est... Parce que le masculin, je vous en parlerai encore plus tout à l'heure, mais c'est lié à la réalisation, à l'action, au mouvement,
Et en tout cas, nous, on le voit comme ça. Et lorsque la femme est prise de ce vouloir trop en faire, en fait, là, elle est en contact avec un masculin, mais un masculin qui oublie son féminin. Elle n'est pas dans masculin plus féminin, elle est juste dans son masculin qui prend tout l'espace. Donc, ce qu'elle ressent à ce moment-là, elle est énervée, mais elle ne va pas le dire, elle va juste le manifester dans l'action, quoi. Et rien ne va s'exprimer. Au contraire, ça va être vraiment une boulimie d'actions les unes après les autres. Un autre cas, j'ai eu un homme comme ça, enfin un couple qui venait me voir, et puis à un moment donné, la femme exprime son ressenti, son émotion, elle pleure, ce qui lui arrive voilà, régulièrement, et l'homme se ferme, se rigidifie à l'intérieur de lui. Et en fait, qu'est-ce qui agace cet homme chez sa femme, parce qu'il était vraiment agacé, c'est qu'elle se permettait d'exprimer ce que lui se refusait d'exprimer. Qu'est-ce qui nous agace? C'est ce que nous ne nous autorisons plus. C'est ce que nous... Cette femme qui est agacée parce qu'elle voit son mari dans le canapé, c'est quoi? Elle ne s'autorise pas à se prendre une pause, donc elle est agacée. Cet homme qui voit sa femme pleurer, il ne s'autorise pas à pleurer, parce que dans son éducation, bien évidemment, il ne faut pas pleurer, etc. Il fait tout bien comme il faut. Pour lui, c'est vraiment ça en plus. Il est très sincère. Il fait tout bien comme il faut. Il n'exprime pas ses émotions parce qu'il a toujours reçu qu'il ne fallait pas exprimer ses émotions. J'ai encore vu récemment, j'ai peut-être dit à quelqu'un, mais je croyais que ça n'existait plus, mais ça existe encore en fin de compte. Mais voilà, je passais dans une station-service, 3 minutes, je croise un papa avec ce que j'ai bien compris qui était son fils, qui avait quoi, 4 ans. Et puis, il pleurait, son fils. Et puis, il lui a dit, ne pleure pas, ne fais pas comme les filles. 2 messages. Il ne faut pas pleurer, et puis les filles, elles pleurent, et c'est pas bien. Il reçoit 2 messages en l'espace de 2 secondes. Voilà, et ça existe encore. Vous le saviez peut-être, mais moi, quand je suis passée comme ça et je l'ai entendu, ça m'a fait quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Alors évidemment, quand vous avez un homme en face de vous qui a 50 ans, qui a reçu ça dans son éducation et puis qui a toujours continué à se le dire à lui-même, bah voilà, il y a de quoi travailler, quoi. Et quand j'ai vu ce couple et que j'ai vu cette fermeture qu'il y avait chez cet homme à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de toi? Et en fait, il a pu exprimer à ce moment-là qu'effectivement, lui, il se retenait de pleurer. Pourquoi elle ne le faisait pas? Lui, il y arrivait, pourquoi elle n'y arrivait pas? Mais c'est affolant. Et lui, il était agacé à chaque fois parce que, pour lui, elle ne faisait pas les efforts qu'il fallait, alors que c'était simple d'arrêter de pleurer, en fait. On en a parlé, il a pleuré. Voilà. Et c'était très beau. On a vécu un très beau moment tous les 3. C'était fort. Voilà. Donc, c'est pour juste des exemples pour vous dire que vraiment là où on est agacé, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui m'agace chez l'autre, réellement? Qu'est-ce que je ne suis pas en train de m'autoriser que l'autre s'autorise? Par exemple, mais il peut y avoir d'autres questions, bien entendu. D'autres questions comme que faites-vous dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, que vous n'avez pas envie de faire? Voilà, c'est juste. Alors, hors du quotidien, si vous allez me répondre, cuisiner, tout ça, merci, non, c'est pas ça, mais qu'est-ce que vous faites que vous n'avez pas envie de faire? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous auriez très envie de faire? À quoi vous avez renoncé pour plaire à l'autre? Ou qu'est-ce que vous ne dites pas à l'autre parce que vous avez peur qu'il trouve que c'est stupide? Ou que vous allez, qu'il va vous sentir faible si vous le dites? Ce sont toutes des questions qui peuvent vous rapprocher de... Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien sûr que je peux renoncer à quelque chose pour plaire à l'autre. Le problème, c'est la fréquence de ça. Le problème, c'est pas de le faire de temps en temps. C'est si je le fais tout le temps, il faut vraiment que je fasse attention. Qu'est-ce qui est en train d'agir à l'intérieur de moi? Pourquoi je
je le fais vraiment pour l'autre ou je le fais pour me cacher derrière l'autre?